l'association Mémorial 98 et qui a l'honneur d'organiser cette conférence dans le cadre des actions que nous faisons cette semaine à propos du 80e anniversaire du programme de la Nuit de Cristal. Je pense que Tal Goldman aura à cœur d'expliquer à quel point ce terme de Nuit de Cristal demeure ambigu. Voilà. Quelques remerciements, comme d'habitude, mais relativement brefs, à la mairie du 4e arrondissement et à son maire qui va passer tout à l'heure, qui m'a dit qu'il viendrait un peu plus tard, les intervenants et intervenantes qui ont pris le temps, malgré leurs très nombreuses occupations, de venir, et parfois de fort loin, comme Tal Goldman qui nous vient du Dauphiné. De Berlin. De Berlin. D'accord. Encore plus impressionnant. C'est moins de film. Ouais. On ne sait pas par les temps qui courent. Et pour tous ceux et celles qui ont relayé l'information, et tous nos partenaires, dont le collectif de vigilance arménienne contre le négationnisme, partenaire de très longue date et ami. Je salue sa présidente, Seda Babazian. Comme je l'ai déjà écrit publiquement, je suis très honoré de sa présence. Je voudrais remercier aussi Bernard-Henri Beccarelli qui filme, qui capte, comme on dit, cette séance, et puis à vous tous qui êtes là et qui assistez à cette conférence. Et je rappelle, et je le rappellerai tout au long de cette soirée, 3 petits points pratiques. D'une part, la suite de cela, c'est que vendredi, qui est la date officielle, qui est le 9 novembre, nous organisons, comme chaque année depuis 5 ans, un rassemblement de mémoire et de mobilisation, devant le gymnase Japi à 19h. Gymnase Japi, qui, comme vous le savez, est un lieu particulier de mémoire à Paris, puisque c'est là que pas mal de juifs ont été raflés et regroupés avant d'être envoyés à Drancy et plus loin encore. La librairie et la signature, hein, les intervenants présents ont des livres récents qui se feront un plaisir de vous signer si vous le voulez. Et puis, il y a une feuille qui est dehors, si vous êtes intéressé à recevoir nos publications, informations, et évidemment, si vous avez envie aussi de nous soutenir financièrement, puisque comme vous imaginez, toute cette organisation demande quelques moyens. Avant de passer la parole à Tal Goldman, je voudrais dire juste un mot. Chaque année, quand on organise cette commémoration, on se dit, tiens, quel est le lien avec l'actualité ? Cette année, c'est pas très difficile. On a un peu l'embarras du choix entre l'élection de Bolsonaro au Brésil, entre l'attentat de Pittsburgh et les morts dans la synagogue, qui a lieu 13 jours jour pour jour, avant le 80e anniversaire de la Nuit de Cristal, qui est un attentat ouvertement antisémite, et puis aussi ce qui s'annonce le 11 novembre en Pologne, une marche de l'extrême droite qui a déjà eu lieu l'an dernier, mais qui cette année prendra un caractère particulier, puisque c'est le 100e anniversaire de l'indépendance polonaise, qui est une excellente chose en soi, mais qui est en même temps un moment de manifestation nationaliste au plus mauvais sens du terme, comme il y a eu l'an dernier, et qui va se dérouler. Et si je me posais des questions sur le lien avec l'actualité, celle d'aujourd'hui, avec la déclaration du président de la République, disant que finalement il fallait honorer Pétain malgré tout, malgré son orientation funeste, quelque chose comme ça, évidemment rappelle à quel point le sens de l'histoire mérite d'être rappelé. On est évidemment extrêmement choqué et horrifié par cette décision. Et je voudrais juste, pour terminer sur ce point, rappeler qu'on a déjà connu une période comme ça. De 87 à 92, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, faisait fleurir chaque année la tombe du maréchal Pétain à Ligny-Dieu, malgré toutes les protestations des associations de résistants et de déportés.
En 92, face à la pression importante, un groupe de militants autour de Serge Klarsfeld s'était positionné sur l'île Dieu pour empêcher que la gerbe du président de la République soit déposée là-bas. Le dernier bateau de l'île Dieu pour retourner sur le continent part à 17h. Donc ces militants, ils étaient une quarantaine, sont repartis avec ce bateau, obligés de revenir. À 17h05 est arrivé un hélicoptère avec dedans le préfet de la Vendée qui était porteur de cette gerbe qui a été déposée. Et ce jour-là, il y avait 3 gerbes, celle de Jean-Marie Le Pen, celle du président de la République et celle de l'association Pétain-Verdun. Le prétexte était le même que ce que vient de dire le président de la République, Emmanuel Macron, le soldat qui tue, etc., puisque c'était le 11 novembre à chaque fois. Le scandale a été tellement fort qu'à partir de 1993, il n'y a plus eu de gerbe les 2 dernières années du 2e septennat de François Mitterrand. Voilà. Espérons que la protestation sera assez forte pour que, une fois de plus, ce projet funeste soit bloqué. Sur ce, je passe la parole à Tal Brugman qui va parler de la nuit de cristal en Allemagne. Bonsoir à tous et à toutes. Du coup, pour prendre la suite de ce qu'elle vient d'évoquer, je vais commencer par insister sur une chose, dans une seconde. En ce qui concerne la dénomination qu'on donne à la nuit de cristal, puisqu'il ne faudrait pas utiliser cette expression pour une raison très simple, c'est une expression d'origine nazie qui a été créée en 1939, et quand on regarde en novembre 1938 ce qui est en train de se dérouler, de la manière dont c'est évoqué, toute la terminologie qui est utilisée est la même, on a affaire à un pogrom. Et c'est un pogrom qui se déroule. Alors, théoriquement, dès que les problèmes techniques seront finis, vous verrez, mais insister là-dessus, ça a son importance. D'abord, si vous lisez la presse de 1938, et sans rentrer dans ce que Laurent Joly va évoquer, même dans l'extrême droite, on appelle ce qui se déroule, si vous ouvrez la version française, ce qui se déroule à Berlin et dans le reste de l'Allemagne, un pogrom. Or, quand on parle de nuit de cristal, on pense à ça. Et il faut insister sur une chose, toutes les images, à peu de choses près, je vais y revenir, qui ont été faites sont des images faites par les nazis, pour les nazis, ou plus largement pour les Allemands. Et cette image typique qui incarne, je mets plein de guillemets, je ne vais plus utiliser le terme, la nuit de cristal sont des images esthétisantes. Cette photo-là est une magnifique photo, elle est super bien cadrée, ce qu'elle montre est plutôt, d'un point de vue esthétique, sympathique, et d'ailleurs l'expression nuit de cristal est une expression sympathique. Le cristal est un ouvrage d'art, la nuit c'est plutôt sympa, ça gomme la réalité du pogrom. Insister là-dessus, c'est fondamental pour tout un ensemble de raisons. Alors, c'est pas moi qui l'ai découvert. Ça vient de quelque chose qui a été mis en exergue par un philologue allemand qui a été fait juif par les nazis, qui s'appelle Victor Klemperer, qui a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle LTI, la langue du Troisième Reich, que je vous enjoins à lire parce que c'est une base essentielle, pas uniquement en ce qui concerne le nazisme, mais d'une façon générale en histoire et en politique pour comprendre pas mal de choses. Or, quand on parle de nuit de cristal, on imagine ça. En fait, slide suivant. Voilà le pogrom tel qu'il se déroule réellement un peu partout en Allemagne, et vous voyez que ce n'est pas la nuit. Quand on parle de nuit de cristal, on projette une représentation qui est totalement erronée et qui ne correspond pas à la réalité, qui gomme la réalité. En Allemagne, pendant 3 jours et 3 nuits, s'est déroulé un pogrom qui a ravagé l'ensemble du pays, et je vais y revenir, merci, un pogrom qui a ravagé l'ensemble du pays pendant plus de 72 heures. Vous voyez qu'appeler cet événement la nuit de cristal revient à le réduire et à le reléguer à quelque chose qui aurait été sporadique et qui se serait déroulé pendant quelques heures. Maintenant, la photo que vous voyez ici a un très grand intérêt pour tout un ensemble de raisons. D'abord, c'est une photo volée ou une photo clandestine. Vous voyez que la personne qui a pris la photo se planque derrière des pots de fleurs à un étage d'un immeuble. Et cette photo est très intéressante
à analyser parce qu'elle montre énormément de choses. D'abord, on ne sait pas qui l'a prise. Elle a été retrouvée dans les collections de Hoffmann, qui était le photographe officiel d'Hitler, ce qui nous permet de comprendre que c'est une photo qui a été saisie par la police allemande et transmise aux spécialistes S-photo au sein du Troisième Reich. Si ça a été saisi, c'est que sans doute c'est une photo faite soit par un opposant, soit par un juif. Et d'ailleurs, le fait que la personne se cache montre que d'emblée, c'est quelqu'un qui sait qu'il vaut mieux pas être vu en train de faire ce type de photo. Ensuite, les historiens allemands qui ont mis la main dessus ont réussi à localiser l'endroit où elle a été prise très exactement grâce aux différentes informations. Notamment, on voit qu'il y a une boulangerie d'un côté, un autre magasin de l'autre, et en consultant les annuaires de Berlin, ils ont réussi à retrouver que c'était dans la Tucholsky-Straße, à côté de Oranienburger-Straße, ce qui a son importance parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Berlin ou ceux qui connaissent Berlin, Oranienburger-Straße se dresse jusqu'à aujourd'hui la seule synagogue qui a été véritablement épargnée pendant le pogrom grâce à l'intervention d'un commissaire de police qui s'est opposé seul aux pogromistes. Donc on est quasiment au cœur du quartier juif de Berlin, et voyez la foule qui est en train de s'attaquer à un magasin qui en théorie vend, si vous faites attention à l'enseigne, des biens culturels juifs. Alors vous pouvez vous demander pourquoi il y a 50 Allemands, entendus au sens de non-juifs, qui se pressent devant un magasin qui vend des objets culturels, sauf que la réponse elle est sur la photo. Si vous faites attention, contre le mur, il y a une affiche qui annonce Saba, et il y a une enseigne qui annonce Juno, deux marques de cigarettes. Alors, les Saba sont les cigarettes les moins chères d'Allemagne à l'époque, et les Juno les plus chères. Et vous avez une cinquantaine de personnes devant qui viennent pour piller les cigarettes qui sont vendues dans ce magasin qui, en théorie, vend des objets cultuels. Mais si vous faites encore plus attention sur la photo, et ça rejoint le problème d'appeler ça la nuit de cristal, vous voyez qu'ici, il y a des plastiques ou des cartons qui ont été collés, ce qui montre qu'on n'est pas sur le premier jour du pogrom, mais lors du deuxième jour du pogrom. Le propriétaire a déjà calfeutré les premiers bris, et une nouvelle vague de pogromistes s'attaque au magasin pour continuer le pillage. Et ici, vous avez des types qui partagent les clopes qui viennent de piquer. Vous avez un regroupement de 4 individus en train de se distribuer des cigarettes. En plus, si vous faites encore plus attention, ici, il y a un type qui a à la boutonnière l'insigne du parti nazi, ce qui a son importance pour la suite de ce que je vais développer. On peut continuer l'analyse. Il y a ici et ici des casquettes rondes en cuir, ce qui indique que ce sont des étudiants membres des corporations étudiantes. Et si on continue l'analyse, on trouve même 6 femmes qui sont sur la photographie, ce qui permet de voir que le pogrom n'est pas uniquement masculin, loin s'en faut. Merci. Or, pour comprendre ce qui se déroule à ce moment-là, il faut comprendre le contexte international du pogrom, et c'est là où on a affaire à quelque chose qui est multidimensionnel. En fait, on va avoir plusieurs actes en 1938 qui vont être autant d'éléments, non pas déclencheurs, mais qui vont servir de prétexte au Troisième Reich pour déclencher le pogrom. L'acte 1, il n'a rien à voir a priori, c'est l'Anschluss en mars 1938. Or, l'Anschluss a ceci de particulier que c'est le plus grand succès d'Hitler à l'époque, c'est un coup de triomphe, c'est un coup politique triomphal. Hitler assouvit sa première revendication, la constitution de la Grande Allemagne, ou plutôt la reconstitution de la Grande Allemagne, avec un corollaire négatif que les Allemands vont avoir en permanence après chaque annexion territoriale. L'Anschluss, immense triomphe politique, injecte 250 000 juifs autrichiens en Allemagne. Or, vous avez là le cœur de tout ce qui va se dérouler à partir de 1938. À chaque annexion, il y a des centaines de milliers de juifs qui se retrouvent sous contrôle allemand, alors que depuis 1933, le régime fait en sorte de chasser les juifs. Ramené en termes de chiffres, c'est simple. De 1933 à 1938, 250 000 juifs ont quitté l'Allemagne sous la pression et les violences nazies. L'Anschluss réduit à néant, ce qui est une politique publique qu'on pourrait qualifier de plutôt réalisée avec succès. Ça, c'est le premier acte. 15 jours plus tard, après l'Anschluss, le gouvernement polonais va prendre une décision qui est directement liée à l'Anschluss. Il se trouve en Autriche
plus de 20 000 juifs polonais qui risquent de quitter ce qui est désormais l'Allemagne du fait de la pression des nazis, il est hors de question pour le gouvernement autrichien que ces juifs reviennent en Pologne. Le gouvernement va donc prendre une mesure qui va consister à invalider les passeports des Polonais vivant depuis plus de 5 ans à l'étranger. Autrement dit, qui veut rentrer en Pologne, les juifs installés en Allemagne ou en Autriche. Sauf que cette loi elle ne va pas être mise en œuvre immédiatement. Le décret d'application ne va pas être promulgué dans la foulée de l'adoption de la loi. En fait, il faut attendre un acte 2 qui se rapproche de novembre, septembre-octobre 1938. C'est les accords de Munich et l'occupation des Sudètes qui constituent un nouveau triomphe pour Hitler, mais avec un nouveau problème. Il y a 25 000 juifs qui sont intégrés à nouveau en territoire allemand. C'est dans ce moment-là que le gouvernement polonais décide de mettre en œuvre la mesure qu'il a adoptée précédemment. Et le 28 octobre 1938, en réponse à la mesure polonaise, le gouvernement allemand prend la décision d'expulser plus de 17 000 juifs polonais vivant en territoire allemand. Vous avez là une photo qui a été prise par la propagande nazie, et j'insiste là-dessus, à de très rares exceptions près, toutes les photos que je vais utiliser ont été prises par la propagande allemande. 17 000 juifs qui sont réunis, manu militari, vous voyez à quel point ils ont rassemblé leurs affaires en catastrophe. 28-29 octobre, on les jette sur les routes. Merci. Dans une quarantaine de communes, on les envoie soit vers la ville portuaire de Gdynia, où il y a 1 millier de juifs qui sont envoyés. Les douaniers polonais sont surpris, les laissent passer. Il y en a 6 000 autres qui sont envoyés au sud, vers la ville de Bytom. Les douaniers polonais sont surpris, les laissent passer. En revanche, au centre, vous avez la ville de Szponcin. Alors, ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, mais c'est la ville de Szponcin, où environ 10 000 juifs expulsés d'Allemagne se trouvent rassemblés. Et ce qui va se dérouler là est fondamental à plus d'un titre. D'abord, merci. Szponcin, alors ça s'appelle Benchen en allemand, c'est plus simple à prononcer. C'est un patelin de 4000 habitants avec une toute petite communauté juive qui va être le lieu vers lequel vont être dirigées 10 000 personnes. Il n'y a aucune structure d'accueil et les douaniers vont bloquer ces 10 000 juifs qui sont expulsés par les Allemands. Alors, la population du village va tout de suite venir en aide aux juifs qui commencent à être déversés là le 28 octobre. Et vous voyez à quoi ça ressemble, et on peut multiplier les images. Ils vont être entassés dans une minoterie, et les photos ont été prises dans la minoterie. Ils vont aussi être entassés dans une caserne qui est mise à disposition. Et c'est à la fois la population de cette petite commune, mais aussi les organisations juives polonaises et américaines, notamment le Joint, qui vont venir en aide aux gens qui sont déversés à Szponcin, avec plusieurs particularités. D'abord, le gouvernement polonais entame un bras de fer avec les Allemands. Autrement dit, on ne les laisse pas rentrer dans le territoire polonais. On n'en veut pas, d'ailleurs, leurs passeports sont invalides. Le gouvernement polonais pense que le Troisième Reich va plier. Ce qui fait que la situation va s'enliser pendant des semaines et en fait des mois. D'autre part, et d'un point de vue historique, c'est pas anecdotique, l'un des principaux hommes qui intervient depuis Varsovie pour venir en aide aux Juifs qui sont coincés à Szponcin s'appelle Emanuel Ringelblum, qui est un très grand historien juif polonais, qui ensuite va s'illustrer dans le ghetto de Varsovie en écrivant l'histoire de la Shoah. Et parmi les expulsés figurent, on va dire, 2 familles. La première s'appelle Reich Reiniki, alors ça ne doit rien dire à personne, peu s'en faut ici. Parmi les Reich Reiniki se trouve un homme qui s'appelle Marcel Reich Reiniki, qui est expulsé à Szponcin, qui va survivre au ghetto de Varsovie et qui va devenir la principale personnalité en Allemagne après-guerre dans la littérature. C'est l'équivalent le plus important de Bernard Pivot. C'est Marcel Reich Reiniki qui a modelé la littérature allemande des années 1950 aux années 1990. Sauf que Marcel Reich Reiniki et Emanuel Ringelblum vont travailler ensuite dans Oneg Shabbos, l'organisation qui va documenter la Shoah à partir du ghetto de Varsovie.
Ils se sont sans doute déjà croisés à Spolching. Ça, c'est la petite histoire dans la langue. Pendant qu'on essaie de secourir, ou en tout cas d'apporter de la nourriture à un meilleur cadre à ceux qui sont coincés là, les négociations s'enlisent et début 1939, les Polonais comprennent que les Allemands ne vont pas céder. Ça, c'est pour l'histoire de ce qui se déroule avec les expulsés. Merci. Sauf que le 7 novembre 1938, à Paris, le fils de la deuxième famille d'expulsés que je n'ai pas encore nommé, qui s'appelle Greenspan, Herschel Greenspan, va décider, et c'est là où les qualificatifs sont intéressants, va décider de se rendre à l'ambassade d'Allemagne et tirer sur, en gros, le troisième conseiller d'ambassade, von Rath, autrement dit, d'un point de vue protocolaire, un nobody. Troisième conseiller d'ambassade, c'est pas l'ambassadeur, c'est pas le secrétaire d'ambassade, c'est pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que donc, je rentre d'Allemagne, je ne l'ai pas du tout dit pour me faire mousser, contrairement à ce qu'Albert a évoqué, c'est juste qu'on a parlé du pogrom la semaine dernière en Allemagne, et les Allemands avec qui j'étais refusent d'appeler ça un attentat. Ils appellent ça un acte de résistance. Ce que commet Greenspan le 7 novembre 1938, et pour les Allemands, donc je ne vais pas être plus royaliste que les Allemands, est un acte de résistance où un jeune juif, pour protester contre ce qui est en train de se passer, tire sur un conseiller d'ambassade du Troisième Reich. La conséquence, c'est que les dirigeants nazis, à savoir Hitler et Goebbels, vont utiliser ce prétexte pour déclencher le pogrom. Et c'est là où il y a quelque chose de fondamental. L'acte qui est commis par Greenspan n'est pas à l'origine du pogrom. C'est un prétexte. On sait depuis le début de l'année 1938, il y a plein de rapports diplomatiques en ce sens, qu'un pogrom est en train d'être préparé. On a des documents à la fois d'ambassadeurs étrangers en Allemagne qui en parlent et des documents qui proviennent des Allemands, notamment des SS, qui suggèrent la préparation d'un pogrom pour montrer que la population allemande veut se débarrasser des Juifs. Donc, il ne s'agit que d'un prétexte. Le pogrom aurait été déclenché d'une autre manière et pour un autre prétexte dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent. Ce qui va se dérouler à partir du 9 novembre 1938 est, je l'ai dit, multidimensionnel. D'abord, on va s'attaquer aux lieux de culte. Et vous avez là une carte qui montre l'ensemble des synagogues et autres lieux de culte qui ont été attaqués entre le 9 et le 11 novembre 1938. C'est plus de 1200 lieux de culte. Alors, merci. Donc ça, c'est à Hanovre, vous l'avez déjà vu, sauf que ce qui est intéressant dans cette photo ultra esthétisante, c'est que ici et ici, vous avez une foule qui est massée et qui est retenue par la police et les pompiers. Pour une raison très simple, les gens ont le droit de regarder, et ils viennent en masse regarder le spectacle, mais il faut éviter que tout Allemand soit blessé par les incendies. Photo suivante. Voici en revanche une photo qui, elle, a été prise dans une autre ville, Chemnitz, qui vient d'avoir de nouveau une célébrité il y a quelques semaines. Cette photo, vous voyez que esthétiquement, c'est pas du tout la même chose, pour une raison très simple, c'est l'une des très rares photos faites par un juif durant le pogrom. Alors, si vous faites attention, vous voyez qu'ici, il y a deux visages très flous, ça vous montre, c'est super mal cadré, ça vous montre que cette photo, elle relève aussi d'un acte de résistance. Un juif a été devant la synagogue de Chemnitz, qui vient d'être détruite, et il la prend en photo en prenant énormément de risques. Photo suivante, merci. Voilà la même ville. La synagogue a été rasée 2 jours plus tard, mais voyez à quel point c'est un spectacle que la population allemande vient contempler. Vous avez des hommes à l'arrière-plan qui, en fait, qui sont devant la synagogue, mais vous avez aussi des braves femmes, dont une est venue avec sa fille pour regarder cela. Et, merci. Même chose à Graz, en Autriche. Vous voyez à quel point les gens s'agglutinent pour regarder ce qui est en train de se dérouler. Les gamins en vélo, vous voyez qu'ils sont venus exprès voir la synagogue en train de flamber. Même chose dans un patelin qui s'appelle Oberramstadt, dont je pense que personne n'a jamais entendu parler ici, à commencer par moi. Sauf que si vous faites attention, là on a 4 photos, vous voyez la synagogue qui flambe, avec plein de diamants de partout, c'est un beau spectacle. Derrière la synagogue, il y a un immeuble d'habitation allemand. Et donc, les pompiers interviennent
non pas pour maîtriser l'incendie de la synagogue, mais pour épargner l'immeuble d'habitation qui est adossé à la synagogue. Ce qui vous montre à quel point on a affaire à quelque chose de très particulier sur lequel il faut insister quelques minutes. Le pogrom tel qu'il est déclenché, décidé au plus haut sommet de l'État nazi, est voulu par Hitler et Goebbels, mais sous des dessous de colère populaire. Il s'agit de laisser croire que les Allemands, dans leur ensemble, en représailles à l'attentat, et je mets des guillemets, commis par Rindspan, dirigent leur colère contre les Juifs d'Allemagne. Dans la réalité, ça s'est passé d'une façon totalement différente. Goebbels a donné des instructions aux différentes structures du parti nazi, notamment les SA, pour attaquer un peu partout en Allemagne les Juifs, à commencer par les lieux de culte. Mais ça ne s'est pas arrêté à cela. On va passer ça. Merci. On organise des autodafés avec là, c'est des biens cultuels qui ont été ramassés dans une synagogue, là encore dans un patelin perdu d'Allemagne, Mosbach, et vous voyez qu'on a rassemblé les enfants du village pour assister à la destruction des biens cultuels. Même chose ici, dans un autre patelin, où il n'y a que quelques millions d'habitants, en Basse-Saxe. On a rassemblé des enfants, il y a un brave SA qui est devant eux, mais surtout, la première photo, elle dit beaucoup de choses. Vous voyez à nouveau à quel point elle est bien cadrée, et au milieu, il y a une pancarte qui annonce, pour aller très vite, en représailles à l'assassinat de Fomras contre l'international avec un I majuscule, autrement dit le judéo-bolchevisme, contre les juifs, contre les francs-maçons. La pancarte est en allemand, autrement dit, cette photo est destinée à être publiée dans la presse allemande à destination de la population allemande. Et on réunit les enfants du village pour qu'ils assistent à cette autodafé. Maintenant, pour en revenir à la photo que j'ai évoquée avec vous initialement, elle incarne aussi l'autre dimension. On détruit les lieux de culte, on attaque les magasins. Il y a plus de 30 000 magasins qui ont été attaqués dans toute l'Allemagne. Merci. Ici, vous avez une série de photos qui a été prise à Magdebourg. Et quand on parle d'attaque de magasins, vous voyez ici combien de magasins ont été concernés. Il ne s'agit pas d'attaquer isolément. Les magasins ont été attaqués dans leur ensemble et quasiment aucun n'a été épargné. Merci. Juste deux photos qui font partie de la série de Magdebourg parce qu'elles vous montrent aussi comment ça a été organisé. Ouais. Vous avez la devanture qui est ravagée, mais si vous faites attention à 5 mètres de haut, et vous pouvez voir qu'on est vraiment à 5 mètres de haut en vous appuyant sur les gens qui sont massés devant, vous avez l'enseigne qui a été détruite, sans doute avec des pierres ou autre chose, ce qui vous montre à quel point tout doit être systématiquement détruit. Et sur l'autre photo, c'est exactement la même chose, mais vous voyez qu'aucun des deux magasins à côté n'a été touché. Donc on détruit soigneusement, et on ne cible que ce qui appartient aux Juifs. Et à nouveau, vous voyez à quel point la population se masse. C'est les SA ou les SS qui participent au pogrom, mais la population, en tout cas en partie, se rallie, soit pour regarder parce qu'elle trouve que le spectacle est sympathique, soit pour participer au pillage. Et merci. Autre exemple, vous avez ici un opticien qui a été la cible de la destruction. Il y avait autrefois une horloge qui ornait le magasin. Vous voyez que l'horloge aussi a été prise pour cible. On a vraiment affaire à une volonté que tout soit systématiquement saccagé. Maintenant, les synagogues, les magasins, mais aussi les appartements ont été ciblés avec une particularité. Vous avez ici l'appartement qui appartenait à la famille Bauer à Mannheim. Ce type de destruction, on le constate avant tout dans les petites villes. Dans les grandes villes comme Berlin, peu d'appartements ont été investis par la populace. En revanche, dans énormément de villages ou de villes de taille moyenne, on a assisté à ce type de destruction. Alors, l'histoire de cette photo qui a été retrouvée par un chercheur allemand à New York, elle permet d'incarner beaucoup de choses. Les photos ici ont été prises par l'un des fils de la famille Bauer qui est rentré chez lui après le pogrom et qui a découvert son frère et sa mère prostrés puisque l'appartement venait d'être ravagé. Et vous voyez à quel point tout a été systématiquement détruit.
En revanche, le père Bauer a disparu, il a été arrêté pendant le pogrom, et je vais y revenir. C'est la suite des photos qui ont été prises par Bauer dans son appartement. Vous voyez à quel point rien n'a échappé à la destruction. Et l'autre aspect du pogrom, c'est que 30 000 juifs dans toute l'Allemagne ont été arrêtés. Ici, vous avez une photo qui a été prise à Baden-Baden, qui vous montre comment ça se déroule. Alors, à nouveau, photo ultra officielle sur laquelle on peut passer des heures, donc je ne vais pas la commenter pendant des heures parce que je vais arriver à la conclusion. Mais si vous regardez cette photo, d'abord, vous voyez que les juifs de la ville sont encadrés à la fois par des SS d'un côté, par des policiers, tout ce qu'il y a de plus normaux de l'autre côté. Ils défilent en rang par trois dans la ville, au vu et au su de toute la population. Qui vous montre à quel point le pogrom et tout ce qui s'y rattache, les destructions de synagogues, les pillages et les arrestations, sont réalisés sans rien cacher. Non seulement sans rien cacher, mais c'est un spectacle. Si vous regardez là, alors très vite, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, il y a trois types en blanc qui se trouvent là. C'est trois boulangers qui sont sortis de leur boulangerie pour regarder les juifs qui passent. Même chose, juste là, il y a un type à genoux, vous ne pouvez pas le voir, donc il va falloir me faire confiance, mais le type est en train de photographier ou de filmer, on ne voit pas clairement l'objet qu'il a en main. Ce qui veut dire une chose, il y a le type qui a pris la photo que vous voyez, mais il y a un autre type qui a pris la photo, et il y a même un troisième type qui se trouve dans les arbres. Quand on zoome, on voit qu'il tient aussi un appareil photo. Donc vous voyez à quel point c'est vu, su, photographié, filmé et reproduit. 30 000 juifs sont arrêtés lors du pogrom et ils vont être envoyés en camp de concentration, notamment à Buchenwald et à Sachsenhausen. Ça va être mon dernier point concernant le pogrom lui-même, mais il faut insister sur une chose. 30 000 juifs arrêtés. En revanche, il y a un autre élément, c'est que officiellement, alors le 12 novembre, il va y avoir une réunion des hiérarques du régime nazi convoquée par Göring. Officiellement, d'après Reinhard Heydrich, qui est l'équivalent du ministre de l'Intérieur, 36 juifs ont été tués lors du pogrom le 12 novembre. Le 12 novembre, c'est le chiffre qui est annoncé, 36 morts. Finalement, le chiffre qui va être public, c'est 91 victimes. Aujourd'hui, les chercheurs allemands disent 1100 morts. Pour une raison très simple, c'est que pendant que le pogrom se déroule, les dirigeants du Troisième Reich se rendent compte d'une chose, à l'international, ça pose problème. Ce que eux voulaient et ont pensé et réalisé comme, en théorie, un déchaînement populaire contre les Juifs pose un immense problème qu'on peut résumer d'une façon très simple. Ça fait des siècles qu'il n'y a pas eu de pogrom en Europe occidentale, et en l'occurrence, ça va être la dernière fois que je le dis, mais ce qu'on appelle la nuit de cristal est le plus grand pogrom jamais organisé dans l'histoire. Jamais dans l'histoire, depuis le Moyen-Âge jusqu'à 1938, un pogrom n'a connu une telle ampleur. 1100 morts, 30 000 juifs arrêtés, et pour la première fois dans l'histoire du système concentrationnaire, et la dernière, on envoie les juifs en masse vers les camps de concentration. Photo suivante. Vous voyez la masse de juifs qui ont été rassemblés à Buchenwald, c'est 10 000 personnes. En fait, les camps vont être utilisés à ce moment-là comme un instrument qui est intégré dans la politique d'émigration forcée. Jusque-là, on avait littéralement pourri la vie des juifs en leur restreignant de plus en plus leurs droits. Et il y a un élément qui est très intéressant. Entre 1933 et 1938, la principale attaque du Troisième Reich contre les Juifs est dans le champ économique, c'est ce qu'on appelle, et là aussi improprement, l'arianisation, autrement dit, les spoliations. Entre 1933 et 1938, les organisations internationales dénoncent les spoliations en appelant cela des pogroms blancs. Pogrom, on comprend pourquoi, c'est ultra violent, même si cette violence nous échappe aujourd'hui en raison de la suite de l'histoire. Pogrom blanc parce qu'il n'y a pas de violence physique. Jusqu'en 1938, on dénonce les pogroms blancs. À partir de novembre 1938, c'est plus blanc. Ce sont de vrais pogroms qui attaquent physiquement et matériellement les Juifs. Les camps, eux, sont intégrés dans la logique du pogrom cette fois-là. D'une manière très simple, les Juifs qui sont rassemblés dans les camps vont subir un déchaînement de violence totalement inédit dans l'histoire concentrationnelle. Plusieurs centaines vont mourir sous les coups, et l'immense majorité
des autres juifs, environ 27 000 personnes, vont être libérées dans les semaines qui suivent le pogrom. En fait, le message, il est très simple. Vous, vos familles, vos amis, quittez l'Allemagne, sinon vous voyez ce qui vous attend. À partir du 12 novembre 1938, et je vais conclure là-dessus, l'État nazi va prendre la mesure et tirer les conséquences du pogrom. Alors, Göring va jouer un rôle très important, même si par la suite il va disparaître du premier plan. À l'époque, il dirige deux éléments fondamentaux. D'une part, l'économie du Reich, et d'autre part, jusqu'en 1941, il va être en charge de la question juive, entre guillemets. Göring va notamment insister sur un fait, il est hors de question que l'Allemagne paye les dégâts, notamment les assureurs allemands. Une amende d'1 milliard de Reichsmark va être imposée à la population juive, autrement dit, c'est aux juifs de payer eux-mêmes pour les dégâts. Alors, ça pourrait paraître anecdotique, autrement dit isolé dans le cadre du pogrom, sauf que cette amende du milliard, on va la retrouver pendant la guerre. À Paris, notamment en décembre 1941, une amende d'1 milliard va être imposée aux juifs en représailles aux attentats commis par la résistance. Même chose en Tunisie, pendant la brève période d'occupation allemande en Tunisie, une autre amende d'1 milliard va être imposée. En fait, le 12 novembre 1938, quand les hiérarques du régime se réunissent, ils vont tirer tout un ensemble de conclusions de ce qui s'est déroulé. Ça va servir d'accélérateur d'une part dans le cadre des politiques antisémites, notamment les spoliations vont être accélérées. Hitler et Göring décident que plus aucun commerce juif ne doit exister en Allemagne. Ils doivent tous fermer avant la fin de l'année 1938. Mais d'autres vont aussi tirer d'autres conclusions, notamment Heinrich Himmler, qui va juger désastreux, et c'est Himmler qui parle, les répercussions à l'international. Et qui va en tirer une leçon. Désormais, les violences contre les juifs ne doivent pas prendre un aspect lié à la populace, mais un aspect organisé par l'État et revendiqué comme tel. Ce qui va être, à partir de 1939, la politique mise en œuvre par le Troisième Reich. On ne s'appuie plus, en théorie, en tout cas officiellement, sur les violences populaires. On organise nous-mêmes les violences et on les rend moins visibles. Et je vais m'arrêter là pour vous remercier. Plutôt nous qui remercions pour cet exposé vraiment extraordinaire, avec ce travail sur les images. Et je me permets juste de répéter un mot, c'est sur la recommandation du livre de Klamperer qui s'appelle LTI, qui se trouve en livre de poche à un prix tout à fait abordable. Et vraiment, c'est tout à fait recommandé sur la manière dont les nazis ont transformé le langage tout au long de leur règne. Je vous propose qu'on passe directement à Laurent Joly, quitte à revenir, à moins qu'il y ait une question immédiate, urgente. Sinon, on essaiera de prendre une discussion après, selon le degré d'énergie et de fatigue des uns et des autres. Laurent. Merci beaucoup. Donc après ce très impressionnant exposé de Tal, moi je vais vous amener vers des eaux plus la médiocrité de la vie politique française qu'on va un peu découvrir, parce que la France est la seule grande démocratie au monde à ne pas avoir protesté contre ce qu'on appelle l'encombrement à l'îlot de cristal. Alors pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour que la France, alors que tous les grands pays se sont insurgés, que le président Roosevelt a rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour le consulter, que la Chambre des communes a fait un vote, qu'elle s'est associée au gouvernement britannique. En France, rien. Il faut dire que la Chambre des députés ne se réunit pas en novembre, c'est pas vraiment une excuse, mais surtout le gouvernement. Donc là, on voit Georges Bonnet, le ministre des Affaires étrangères, et le président du Conseil Daladier n'ont pas jugé bon d'émettre une contestation, de réagir. Alors il y a eu une motion qui a été faite par la Commission des Affaires étrangères, mais c'est tellement... j'ai même pas réussi à la trouver. J'ai cherché dans le journal officiel, c'est pas dans le journal officiel. Donc, vous voyez, j'ai lu ça dans un témoignage de l'époque, un journaliste qui dit qu'il y a eu une motion. Donc vous voyez, rien. Donc qu'est-ce qui explique ça?
Alors le contexte de l'époque, Tal l'a rappelé, on est 6 semaines après Munich. La France est tétanisée par la peur d'une guerre contre l'Allemagne, et son gouvernement, et notamment son ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, tient absolument à maintenir une politique, ce qu'il appelle d'apaisement, vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Il a en tête, à l'époque, il y a une réunion qui est programmée depuis plusieurs jours, et qui va se tenir finalement, une rencontre qui va se tenir à Paris le 6 et 7 décembre 1938, avec le ministre et son homologue allemand Ribbentrop. Ils ont en vue une sorte d'accord économique, qui est une sorte de pacte de non-agression économique, aussi une sorte d'arrangement sur les colonies, enfin bref, un accord assez flou. Et il veut absolument que cette rencontre ait lieu, quel que soit le contexte, et quel que soit ce qui vient de se passer. Et donc le 7 novembre, alors si on peut passer directement à la page 3, voilà, donc Tal l'a rappelé tout à l'heure, ce qui s'est passé. Alors là, je suis désolé, on voit très très mal, la photo était pas mal à la base, mais vous voyez à peine Chris Pan, que l'on voit, là c'est le jour de son arrêt, c'est quand il a été arrêté, derrière on voit le commissaire Badin. Évidemment, le contexte international, le peur de la guerre, le lien avec l'Allemagne, c'est pas la seule chose qui va expliquer l'extraordinaire timidité de la politique française, mais aussi de la presse française, c'est que le contexte ne se prête pas à une sympathie pour ce geste. Et là, quand vous comparez avec ce qui s'est passé 12 ans avant, il y avait eu un attentat, excusez-moi d'utiliser ce terme, un assassinat qui ressemble un petit peu à celui-ci, puisque Schwarzbard, qui était un Ukrainien, avait tué un chef pogromiste ukrainien, Petlura, et il y avait eu d'emblée plutôt une sympathie dans l'opinion publique. On est en 1926, on est avant la crise économique, on est à un moment où on va voter en 1927 une loi de naturalisation très, très favorable. Le procès de Schwarzbard aura lieu en octobre 1927, qui sera acquitté avec une plaidoirie extraordinaire de Maître Torres. Donc vous voyez, on est 12 ans plus tard, on n'est plus du tout dans le même contexte. Il ne va pas y avoir un seul mot de sympathie dans la presse, même la presse favorable aux Juifs. Personne ne va dire c'est bien ce qui s'est passé, c'est un acte de vengeance qu'on peut comprendre. Alors, des mots un petit peu, malgré tout, empathiques, dans le Figaro notamment, Vladimir d'Ormesson, qui est un très très jeune homme dont on peut comprendre le désespoir, etc. Non, restez, s'il vous plaît. Donc, on voit le meurtrier est un jeune Israélite réfugié politique polonais qui sont permis. Donc, d'emblée, la presse va faire le lien avec le fait qu'on a affaire à un jeune garçon qui est en situation irrégulière, et qui était d'ailleurs abrité par son oncle et sa tante, qui seront condamnés, c'est quand même très significatif, qui seront condamnés pour avoir hébergé de manière illégale un clandestin, puisqu'il devait être refoulé normalement. Donc voilà, donc vous voyez, rien ne se prête à une sympathie, mais se passe, toujours plus tard, donc alors, comment on va les appeler? On va les appeler un pogrom, Tal l'a rappelé. Le terme qui va avoir cours dans la presse, c'est très violente manifestation. Très violente manifestation. Et il va y avoir une réprobation quasi unanime, mais qui va être sur le mode, enfin, qui va ressembler un petit peu à l'activité du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus, alors, si on peut avancer, bah, donc là, voilà, donc là vous voyez, ça c'est typique de ce genre de réaction qu'on a dans la presse, donc c'est pas grand-chose. Alors j'aurais pu vous montrer la une du matin du 12 novembre 1938. Bon, déjà, la presse en parle le 11 novembre. Le 11 novembre, vous doutez qu'on a autre chose. La une de la presse, c'est pas le 11 novembre, en fait, l'attente du 11 novembre, ça fait pas la une de la presse. Donc déjà, d'un point de vue de hasard du calendrier, mais il y a aussi cette volonté de ne pas en faire des tonnes. On n'en fait pas des tonnes, donc on dénonce une barbarie, donc on dénonce, alors, je ne sais plus quels sont les termes qui sont mentionnés par le matin, ils sont assez typiques de ce qu'on lit dans la presse de l'époque.
Donc vous lisez. Donc, vous voyez, jamais l'alliance a servi une cause, elle fait avancer une idée. On parle de civilisation, faire reculer la civilisation au fin d'un genre. Donc, tout le monde est choqué. Et parmi les réactions les plus notables, c'est celle par exemple du colonel de Larocque, celle qui va être la plus relayée, parce que le colonel de Larocque est en meeting, c'est un samedi soir, le 12 novembre, à Marseille, et il fait un discours, et dans son discours, il parle de ce qui se passe en Allemagne. Et il va dire la France éprouve. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui parle au nom de la France. C'est-à-dire que comme nos dirigeants sont incapables d'avoir une parole, lui il parle au nom de la France, parce que vous savez qu'à l'époque, Colonel de Larocque est à la tête d'un parti, le Parti social français, qui est considéré comme le parti qui aurait dû gagner les élections de juin, les élections générales de juin 1940. C'est vraiment le parti qui a à l'époque le plus de succès. Il y a des centaines de milliers d'adhérents. C'est entre la droite et l'extrême droite. C'est vraiment le grand parti de l'époque. Et donc, il parle de la France en disant la France réprouve le racisme et ses excès, les persécutions et leurs ravages. Si on peut passer au slide 1, le premier. Donc, tout le monde, il y a des protestations des associations d'anciens combattants, le cardinal Verdier, et y compris le maréchal Pétain, dont on parle aujourd'hui, qui, alors là, je crois que c'est toi, Albert, qui avait publié en disant qu'effectivement, c'est typique du maréchal Pétain, c'est-à-dire qu'on ne veut jamais vraiment appeler un chat, et on monte en généralité. Donc, il a barré pour les persécutions anti-juives, religieuses ou racistes. Et enfin voilà, Mais comme vous voyez, cette quasi-unanimité, relativement discrète, pas non plus la une de la presse, mais on en parle pendant plusieurs jours. On en parle pendant plusieurs jours, alors revenons au slide numéro, voilà, le 2 ou le 3, celui où on va abonner. Non, pas celui-là, celui où on va abonner. Voilà, celui-là. Donc, publiquement, ce que fait le gouvernement, c'est aller rendre hommage à la victime lors des funérailles. C'est ça les manifestations publiques du gouvernement. Georges Bonnet donc se rend aux funérailles et la réunion, il n'y a pas d'annulation, ça paraît insensé. Et d'ailleurs, je vais vous citer un journal extraordinaire, je suis plongé dedans depuis des semaines, le journal d'Hélène Opnaud, qui était l'épouse d'un diplomate. C'est un journal extraordinaire, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Ça a été publié par Claire Pollan, et donc cette femme, qui est une femme très éclairée, son mari a été en poste en Chine, et elle tient son journal, et il a été publié, le premier tome est sorti il y a 2 ou 3 ans, sur 1936-1940. Et elle est ahurie de voir que, alors son mari c'est un diplomate, c'est d'ailleurs le seul, il sera en poste en Uruguay en 1942, c'est le seul diplomate qui va démissionner après les rafles anti-juifs, parce que lorsqu'il recevra les circulaires de Pierre Laval donnant des éléments de langage pour justifier les rafles en zone libre, il écrira une lettre formidable, extraordinaire, en disant je trouve ça indigne, et il quittera. Donc on a affaire à des gens assez exceptionnels, donc c'est hélas pas la réaction dominante dans le monde politique et intellectuel, mais elle tient son journal, et il se trouve qu'elle va assister au fameux repas de la honte le 6 décembre 1938 avec Ribbentrop. Et voilà ce qu'elle dit. Donc, déjà, elle raconte que en Angleterre, on ne comprend pas pourquoi la France ne conteste pas, et le premier britannique, Chamberlain, rencontre l'ambassadeur de France, dit enfin, que fait votre gouvernement? Et l'ambassadeur de France lui dit oh ben nous, contrairement à vous et à Roosevelt, on n'est pas très étonnés de ce que font les Allemands, de toute façon ce sont des barbares. Si vous aviez connu ce que nous on a connu, vous ne seriez pas surpris, à la limite vous ne protesteriez pas non plus. Bon, donc ça c'est la réaction et donc elle note ça. Et puis elle dit mais pourquoi on fait Ribbentrop? Qu'est-ce que c'est que cette politique à contre-temps? Cette politique à contre-temps, et bon, je pourrais vous citer ce qu'elle
faut que j'avance, mais c'est la manière dont elle rend compte de ce repas où Ribbentrop arrive, il devait arriver avec 3 ou 4 personnes, et il arrive avec 20, il est accompagné de 20 personnes, et la femme de Bonnet essaie de détendre l'ambiance, son mari il est verdâtre, il a les mains moites, le dîner est horrible, et à la fin, alors est-ce que c'est une légende ou pas? On dit que c'est une légende, mais elle le certifie, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de juifs qui soient conviés, on a fait comprendre à Jean Zay et à Georges Mandel, ministre juif, qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Et alors elle dit, mais il y a quand même une erreur qui a été commise, il y a la femme de Jules Romain qui est là, elle est juive, et elle a été obligée de trinquer, puisqu'à la fin on a tous trinqué au chancelier Hitler. Et donc elle dit, j'ai fait ça. Donc voilà, alors c'est vraiment une honte parce que Bonnet avec son pauvre accord, et alors elle dit, il faut que je lise quand même ce qu'elle dit à la fin, parce que c'est vraiment un passage extraordinaire de son journal, et elle note que on a cet accord, mais alors évidemment je ne le trouve pas. Bon, je ne vous le trouve pas, mais je vais vous le résumer. Elle dit, de toute façon, on essaie de s'entendre avec les Allemands, on essaie de les amadouer, c'est une politique absurde qui ne servira à rien, si tant est que nous ayons déjà l'idée de réarmer, je n'en suis pas sûr, bon, il se trouve que c'est quand même le cas, mais voilà, une politique à contre-temps qui nous humilie. Donc voilà le contexte, donc ça permet de comprendre cette réaction, on va dire, de réprobation unanime, quasi unanime, vous allez voir qu'elle ne l'est pas, mais à demi-mot. Et ça aussi, elle le dit, il y a des instructions qui ont été données à la presse pour ne pas contrecarrer la politique du gouvernement, une politique d'apaisement, pour ne pas non plus mettre le gouvernement en porte-à-faux, puisqu'il n'a pas protesté officiellement, la presse n'en a pas fait d'état. Mais il y a quand même des journaux qui ont été à contre-courant. Alors le premier, c'est Maurras. Alors Maurras, au début, il ne dit rien. Alors Tal l'a rappelé tout à l'heure, même l'Action française parle de programme au début. Donc il y a des articles, alors ils ne sont pas en une. Alors si vous pouvez avancer, il y a quand même cette annonce. Dès le 11 novembre 1938, alors même qu'on parle mais l'Action française a un point de vue particulier sur cette célébration du 11 novembre 1938, puisqu'elle considère que la République est incapable de gagner la guerre. On parle du juif Mandel, enfin, c'est assez... Mais il y a ça quand même. Et donc effectivement, dans cet article, en page 3, on parle de pogrom. Et étonnamment, donc c'est assez neutre, mais c'est quand même, on voit quand même que le journaliste qui rencontre, c'est le correspondant Berlin, est quand même assez choqué de ce qui se passe à Berlin. Maurras n'en parle pas. Au point qu'au début, je pensais vous dire, Maurras et Daudet, les deux chroniqueurs vedettes de l'Action française, n'ont pas parlé et non. Maurras finit par en parler le 16 novembre 1938. Et pourquoi il en parle? Parce qu'en fait, il est ulcéré. Il est ulcéré du fait que les journaux patriotes ont parlé de barbarie, ont parlé de honte pour la civilisation, il y a une allusion à la roque, mais il y a aussi une allusion, et ça, il faut connaître un peu l'histoire interne de l'Action française, il y a une allusion au comte de Paris. Le comte de Paris, donc vous connaissez le comte de Paris, ce jeune héritier bellâtre qui, à l'époque, fait vraiment parler de lui il y a une trentaine d'années. Il a de grandes ambitions, il a un journal, et en 1937, il a rompu avec Maurras. L'Action française, qui est le journal du nationalisme intégral, c'est-à-dire royaliste, a été condamné par le prétendant, ce qui est une humiliation très grande, parce que le comte de Paris était vraiment dans une logique de sortir de cette espèce de chapelle d'extrême droite, qui certes a beaucoup d'influence, mais qui est quand même trop à droite. Lui, il veut parler à tous les Français. Et donc, il va faire une belle déclaration pour condamner, protester contre ce qui s'est passé en Allemagne, cette barbarie, etc. Alors évidemment, Maurras ne va pas faire une allusion à ça, mais on devine qu'il est fou de rage. Donc il va faire un certain nombre d'articles, enfin c'est à la Maurras, c'est-à-dire qu'il va radoter pendant 5 ou 6 jours, qu'il va remplir 3-4 colonnes pour totalement minorer ce qui s'est passé en Allemagne. Alors là, je pourrais vous citer, ça pourrait prendre 3 heures. Il n'est pas moins ridicule d'enguirlander Hitler pour ce bobo qu'il fait aux Juifs. Et il va... lui, le procès de Bosch est un peu brusque,
mais tel vous a rappelé le nombre de morts qu'il y a eu, il ne va cesser de dire, attendez, on n'a pas tué une seule personne, attendez, pour l'instant, il y a eu un mort, à ce que je sache, c'est pas un juif qui est mort, c'est un Allemand, et l'assassin, c'est un juif. Donc, il faut arrêter, et il ne comprend véritablement pas ce qui se passe, pourquoi tout le monde s'indigne, même à demi-mot, s'indigne contre... Alors, il va citer des exemples, il va citer, on n'a pas massacré de juifs, houspiller, c'est une chose, massacrer, c'en est une autre. Alors, il va user de cette manière propre à Maurras, qui est vraiment tordu, un pervers. Il va même donner des leçons aux chrétiens. Parce que, par exemple, Vladimir d'Ormesson, dans le Figaro, a parlé de la dignité de l'être humain, etc. Donc, il va donner, Maurras, l'athée, mais parlant au nom d'Église, il va donner une leçon. Si la personne humaine est d'un prix infini, la disparition de celle-ci devrait être estimée d'une importance infiniment supérieure à tous les coups de pied au derrière que les Juifs d'Allemagne auront pu embourser depuis. C'est-à-dire que la mort d'une seule personne, un Allemand, c'est elle qui devrait susciter l'indignation. Vous voyez ce raisonnement qui va plus loin. Il va donner cet exemple. Regardez ce qui se passe, ce qu'ont fait les... Alors ça, c'est un argument en plus très moderne parce que c'est la lutte des mémoires. Attendez, à Pirmazan, en 1924, quand la police allemande a réprimé les autonomistes rhénans, il y a eu des dizaines de morts, et là, nos bonnes âmes de la gauche n'ont pas protesté. Et en Union soviétique, ce qui s'est passé avec tous ces massacres, etc., vous voyez cette espèce d'argument. Mais Maurras n'est pas le seul à user de tels arguments. Ah oui, je pourrais vous parler de l'article Pellepoix. Oui, il y a quand même des gens qui ont félicité l'Allemagne publiquement. Donc il y a l'article Pellepoix, ligueur antisémite bien connu, qui est conseiller municipal à l'époque, et qui va dans son journal de la France enchaînée, qui est un journal qui est payé par la propagande allemande. Donc il va féliciter Hitler d'avoir botté le derrière aux Juifs. Alors il le fait à sa façon. Bravo Fritz, tu as reçu un coup, t'en as rendu 10. Voilà l'argument d'Article Pellepoix. Mais bon, on va dire que c'est insignifiant. C'est pas insignifiant, mais la France enchaînée, c'est lu par quelques milliers de personnes. Ce que je trouve plus marquant que ça et qu'un Maurras, c'est, alors on peut aller directement au dernier, donc là je vais vous montrer Maurras, on voit, on a le vieux Maurras qui est en Algérie à l'époque, qui fait tourner un peu de propagande à l'époque où il y a la nuit de ce qui se passe en Allemagne. Donc voilà. Alors je vais vous parler d'un individu parce que lui, il ne parle pas à quelques dizaines de milliers. L'Action française à l'époque, c'est lu par 100 000 personnes. Donc ça a une influence considérable. Maurras, il a été élu à l'Académie française peu de temps avant. Donc Maurras, c'est évidemment quelqu'un, c'est quand même très important. Mais je trouve que la réaction de Clément Vautel, alors Clément Vautel, tout le monde a oublié qui était Clément Vautel, c'était, je ne vais pas dire que c'était le Zemmour de l'époque, parce que c'est pas du tout ça. Il est beaucoup plus connu que Zemmour. C'est une sorte d'anard de droite, c'est un mélange de Jean Butour, mais c'est vraiment insulter Jean Butour que de dire ça, parce que Jean Butour c'était un homme extraordinaire. Mais Jean Butour avait une chronique dans France Soir qui était très lue, il y avait un côté un peu narquois. Donc Clément Vautel a ce côté narquois, mais d'un point de vue intellectuel, il est plus proche d'un Jean Amadou. Est-ce que vous vous rappelez de qui était Jean Amadou? Une sorte d'amuseur public. Donc voilà, c'est une sorte d'amuseur public qui est très lu. Alors ses livres, c'est toi que je montre ça parce que la série des Mon Curé, ça fait un tabac incroyable. Et il avait une chronique dans le journal, c'était un journal qui était lu, le journal c'était lu par... C'est un peu l'équivalent de François, c'est pour ça que je l'ai comparé un peu à Jean Butour. C'était des centaines de milliers de gens qui le lisaient tous les jours. Il y avait une chronique quotidienne, où il commentait l'actualité d'un point de vue anard, d'un point de vue un peu narquoise, qui était, alors il était l'apôtre du bon sens. Et lui, c'est là où on voit avec lui la diffusion de l'antisémitisme à l'époque. Parce que, comment il va réagir ça? Comme d'habitude, Clément Vautel, il prend les choses à la rigolade. Donc, ce qui se passe en Allemagne, il va le prendre à la rigolade. Alors d'abord, il va s'amuser sur le fait que refoulé, Greenspan aurait dû être refoulé. Refoulé, c'est la théorie de Freud. Il va faire des jeux de mots là-dessus, en disant finalement, si on l'avait vraiment refoulé, il n'y aurait pas eu ça. Donc, tant pis, les Juifs ont mérité ce qu'ils ont eu, et si les pouvoirs publics français avaient été suffisamment. Mais il va faire un article beaucoup plus détestable en disant, un peu comme Maurras, bon,
on s'agite beaucoup pour ce qui se passe en Allemagne, mais enfin, nos bonnes âmes en France, est-ce qu'elles ont protesté quand il y a eu des crimes en Union soviétique, les crimes bolcheviques? Et d'ailleurs, les assassins, les bolcheviques sont des juifs, et là, je vois personne. Donc, vous voyez cette espèce de manière. Et là, je pense que c'est vraiment ce moment de 1938 est vraiment un moment, c'est bien connu, les travaux d'Emmanuel de Bono l'ont bien montré, au moment de Munich, il y a eu des émeutes, les premières émeutes antisémites, des quasi, on ne va pas parler vraiment de pogrom, mais quand même, il y a eu en Alsace-Moselle, il y a eu des attentats contre des magasins juifs, on a eu des juifs qui, dans le 19e, dans le 20e arrondissement, se sont fait rosser, se sont fait tabasser, c'est pas juste des petites baffes, c'est vraiment des agressions extrêmement violentes. Vous avez vraiment une diffusion de l'antisémitisme à l'époque qui permet vraiment de comprendre pourquoi on n'a pas pris durablement la mesure. Vous avez vu Pétain, mais on est à un moment où se diffuse très largement. Je finirai là-dessus. Pour moi, l'exemple le plus fort de diffusion de l'antisémitisme dans l'espace public, avec une forme de complicité du gouvernement, c'est Plein pouvoir de Jean Giraudoux. Jean Giraudoux sort, alors vous connaissez tous Jean Giraudoux, je vous parle de ce livre parce que ça a été un vrai best-seller, pas un best-seller comme Céline, c'est un best-seller qui touchait vraiment le grand public, le public conservateur, bien pensant de l'époque. Et dans ce livre Plein pouvoir, ça rejoint un petit peu l'actualité parce que aujourd'hui vous avez vu que les Français sont à 40% à approuver. Il faudrait un gouvernement plus autoritaire. À l'époque, vous aurez fait sur ce projet-là, vous auriez eu largement plus de la moitié de la population. Ça fait partie des topos de l'époque. Je pourrais vous citer Monterland, qui, en novembre 1938, au moment peu de temps après ce qui s'est passé en Allemagne, il fait une conférence. Il parle de la France, il parle de l'Allemagne. Il n'y a pas un mot sur ce qui se passe en Allemagne. En revanche, il dit nous, les Français, on est trop mous, il nous faudrait un homme fort. Et Jean Giraudoux, en 1939, sort ce livre, Plein pouvoir. Anti-parlementaire, il nous faut un homme fort. Et il y a un chapitre où il parle des étrangers. Non, ça ne parle pas des étrangers, ça parle du peuple français qui ne fait pas assez d'enfants et qui accueille trop de juifs. Et vous lisez ça, c'est immense. C'est-à-dire que c'est vraiment un antisémitisme. Alors, il a beau dire, moi, je suis la France aux Français, ça m'a toujours un petit peu heurté, je ne suis pas comme ça. Mais c'est la propagande antisémite en disant, en gros, la France a été envahie par les juifs immigrés, c'est une centaine de milliers d'antisémitisme. Et, je passe, il a notamment une phrase, parce qu'en fait, il se joue, il n'est pas écrivain là, il est enquêteur, il se pose comme un enquêteur, c'est pour ça que ça me rappelle un peu Zemmour. Il est l'enquêteur, celui qui parle au nombre de choses qu'il a vues, qu'il fait, qu'il a étudiées. Et à un moment donné, il y a même une scène où il décrit, il parle d'un ami à lui qui s'appelle Prissette, ou Frisette, il a un nom français, il dit regardez mon ancien compagnon de la guerre, et il m'a amené, il est venu vers moi parce qu'il voulait que je l'aide, il a des voisins juifs, et il voudrait les aider. Oh, le brave naïf, Prissette et Frisette. Et alors je suis allé les voir ces juifs. Et la description qu'il en fait, c'est épouvantable, c'est vraiment du Céline, où il dit qu'ils sont noirs, comme des sangsues au fond d'un bocal, puis il décrit les 4 fils, et il dit voilà, lui deviendra Stavisky, lui deviendra Sétimon. Et il sort ce livre en juillet 1939, et 15 jours plus tard, Daladier le nomme commissaire général à l'information. Donc vous voyez ce lien qu'il y a entre cette absence de protestation du gouvernement en 1938 et puis cette nomination de Giraudoux, l'antisémite, en juillet 1939. Voilà, j'ai terminé. Ouais. Je répète encore que les auteurs les livres sont dehors. Après la conférence, vous pourrez les acquérir et les faire signer par les auteurs, notamment le livre récent de Laurent Joly, L'État contre les Juifs, si je ne me trompe, qui est un livre sur Vichy, qui est pas mal chroniqué, pas mal dans les médias actuellement. Juste avant de passer la parole à Madame professeure Marianne Matarmanucci, qui va nous parler de l'Italie, puisque c'est contemporain de cette époque.
Je voudrais rappeler juste que le seul livre en français que je connaisse, enfin sérieux, sur la nuit de cristal, qui est le livre de Rita Tallman et Emmanuel Feinerman, qui est épuisé, totalement introuvable. Par exemple, dans les bibliothèques de la ville de Paris, il y a un exemplaire qui est en réserve, mais actuellement, on peut le trouver assez facilement sur les plateformes de vente, de revente de livres d'occasion à des prix tout à fait corrects. Et ça vaut le coup. Il cite notamment ce dont Laurent Joly a parlé, qui est le fait que quand Ribbentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères, vient à Paris 15 jours après la nuit de cristal, les deux ministres juifs du gouvernement, Georges Mandel et Jean Zay, qui est particulièrement haï d'ailleurs par l'extrême droite de l'époque et qui finira assassiné, ainsi que Mandel. Jean Zay, c'est celui à propos duquel Céline dit Jean, je vouais, enfin quelque chose comme ça, et donc qui sont interdits de ce dîner. Et on leur dit de ne pas venir, et Édouard Herriot se solidarise avec eux et ne participe pas à ce même dîner. Donc il donne une source pour ce que vous sembliez dire qu'il n'y avait pas de source pour cela. Voilà, c'est un bouquin tout à fait intéressant, pas toujours facile à lire parce qu'il mélange différents registres, mais pour qui s'intéresse à la nuit de cristal, vraiment ça vaut le coup de le lire. Voilà, et puis je passe la parole à Madame. Merci. Très bien, donc nous changeons effectivement de cadre géographique et politique, puisque je vais vous parler du fascisme. Alors comme vous le voyez, l'année 38, du point de vue de l'histoire des Juifs, est vraiment une année funeste, puisque c'est l'année où le fascisme adopte donc des lois anti-juives, alors que jusque-là, les Juifs avaient été laissés tranquilles donc par le fascisme, qui, je vous le rappelle brièvement, arrive au pouvoir en 1922, donc en octobre 1922, et qui s'allie donc avec l'Allemagne, en gros à partir de 35-36, et qui attend, si je puis dire, 1938, donc pour persécuter les Juifs. Donc je crois que l'exemple de l'Italie montre qu'effectivement il y a une forme de mainstream qui est en train de s'imposer dans les régimes, en tout cas non démocratiques, au sein des dictatures, et qui conduit ces dictatures donc à persécuter les Juifs. Alors l'exemple de l'Italie est assez intéressant et inquiétant, si on veut en tirer des enseignements un peu philosophiques, parce que précisément les Juifs avaient cette spécificité d'être particulièrement bien intégrés, au point que les rabbins italiens craignaient un processus d'assimilation qui aurait conduit à la disparition de la communauté juive. Donc eux-mêmes se présentaient parfois comme étant des Juifs de religion italienne, parce qu'ils devaient donc à la monarchie de Savoie, qui a réalisé l'unité de l'Italie donc entre 1860 et 1870, leur émancipation, l'accès donc à une égalité de conditions avec l'ensemble des citoyens, et donc ils s'étaient intégrés au sein de la nation, et sans que l'Italie ne connaisse, comme la France ou comme l'Allemagne à la fin du XIXe siècle, de formation politique antisémite, pour des raisons dont on pourra éventuellement rediscuter. Ce qui fait donc que, alors vous voyez par exemple, il y a eu cette tentation des Juifs, donc après avoir obtenu l'émancipation, de construire des synagogues absolument monumentales, parce qu'ils avaient l'obligation auparavant donc de se fondre dans la ville, et on ne pouvait pas distinguer donc les synagogues du reste des bâtiments. Et là, on a cet exemple à Turin de la Mole Antonelliana, qui est cette construction donc,
qui finalement n'a jamais été une synagogue parce que la communauté n'a pas eu les moyens d'aller jusqu'au bout, mais qui renvoie absolument de partout dans la ville et qui est devenu le symbole même de la ville. Et à gauche, vous avez la synagogue de Rome, dont la coupole est presque aussi haute donc, la coupole du Vatican. Donc, il y a eu un vrai enthousiasme pour l'unité italienne de la part des Juifs en Italie, et il n'y a pas eu donc cette fusion entre, comment dirais-je, un courant politique nationaliste, légitimiste, comme en France, avec justement une tradition d'antijudaïsme religieux, parce que l'Église était dans une posture d'opposition par rapport à l'État qui avait réalisé l'unité, puisque l'État s'était emparé donc de ses possessions, des États, donc de l'Église. Donc du coup, cela explique peut-être pourquoi l'antisémitisme à matrice religieuse, qui existait en Italie peut-être plus fortement encore que dans d'autres pays, puisqu'il y a une tradition, avec la présence de la papauté, il y a une tradition catholique extrêmement forte, mais en Italie, cet antisémitisme religieux ne s'était pas mué donc en antisémitisme politique. Du coup, les Juifs vont s'intégrer si bien dans la nation que l'Italie était probablement, comme vous le voyez sur ce tableau, les pays où les mariages mixtes étaient les plus importants. Et ces mariages mixtes, comme les conversions d'ailleurs, faisaient craindre donc aux autorités religieuses la disparition de cette communauté. Alors, du coup, alors il faut dire aussi, donc, dans la longue durée, il y a ce processus d'intégration qui suppose quand même une acceptation par la population. Et j'en veux pour preuve aussi que lorsque les fascistes arrivent au pouvoir, ils ne pensent pas une seconde à mettre dans leur programme politique des revendications donc, contre les Juifs ou des notations antisémites. Le fascisme, au départ, n'est pas antisémite. Il peut y avoir des antisémites au sein du parti fasciste, mais il y aura, vous avez à droite une photographie, on ne le distingue pas très bien, on voit par exemple Guido Jung qui était au gouvernement, dans le gouvernement fasciste jusqu'en 1934, qui est celui qui va créer l'Institut de reconstruction industrielle, l'IRI, qui va jouer un rôle très important après la crise, la Grande Dépression, pour relancer l'économie italienne. Vous voyez à gauche la Sarfatti, Margherita Sarfatti, qui a été à la fois la maîtresse et l'égérie de Mussolini. Alors, vous me direz, c'est pas forcément un argument, parce qu'en l'occurrence, Mussolini lui-même était antisémite, mais ne l'était pas de manière viscérale comme Hitler, mais la meilleure preuve du fait que ce mouvement est parti n'était pas antisémite, eh bien, c'est que les Juifs pouvaient non seulement donc accéder au gouvernement, mais étaient présents dans le parti fasciste, et ils étaient même en proportion plus nombreux par rapport aux non-juifs à avoir rejoint le parti fasciste pour des raisons qui sont à la fois géographiques et sociologiques, puisque les Juifs étaient essentiellement dans le centre et dans le nord de l'Italie, et ils avaient, du fait de rapport au livre, au savoir, à l'éducation qui est ce qu'il est, ils s'étaient très rapidement, donc grâce à l'étude, élevés au sein de la société, et donc comme des gens appartenant aux classes moyennes et à la bourgeoisie, logiquement, ils avaient rejoint ce parti qui était un parti qui proclamait donc sa détestation du bolchevisme et qui voulait rétablir l'ordre. Alors, tout cela pour dire que, alors je n'en ai pas encore fini, mais vous voyez ici donc que les Juifs ne s'attendaient pas à ce qui va se passer en 1938 parce que Mussolini n'avait jamais fait profession de foi d'antisémitisme ouvertement, il l'était, on le sait par des déclarations privées, mais à différentes reprises, il avait rassuré
donc certains interlocuteurs. Il avait pu dire à Ludwig, ce journaliste, en 1929, donc il n'était pas question, 1929 c'est le moment où le régime signe les accords du Latran, et donc il y avait eu certaines craintes au sein de la communauté juive, donc que les juifs puissent souffrir de cette relation privilégiée qui était en train de se construire entre l'État et la papauté. Et donc, vous voyez, il avait fait cette déclaration grandiloquente en disant il est ridicule de penser que nous allons persécuter les Juifs. Les Juifs sont à Rome depuis l'époque des rois. C'est peut-être même eux qui ont donné aux Sabines donc leurs vêtements après leur enlèvement, car les Juifs étaient souvent chiffonniers à Rome, hein, d'où cette réflexion. Bon, et on peut passer donc sur toutes ces déclarations parce que je ne veux pas être trop longue, mais quand il avait reçu Naoud Goldman, par exemple, en novembre 1934, il lui avait même expliqué qu'il était sioniste, hein, parce qu'à ce moment-là, c'était un contexte de tension avec l'Allemagne nationale-socialiste, à propos précisément de l'Autriche. Hein, Mussolini ne savait pas encore à ce moment-là de quel côté allait se diriger l'impérialisme fasciste, si c'était plutôt du côté de la Méditerranée ou plutôt du côté de l'Europe du Nord, et donc il avait aussi rassuré donc, la communauté juive. Alors, tout cela pour vous dire que, donc très peu, pardon, je diffère encore ce que je vais vous dire, mais il y avait bien quelques antisémites fascistes, mais finalement très peu de publications de propagande antisémite jusqu'en 1938. Donc, quand arrive l'annonce des mesures antisémites et les premières mesures antisémites, eh bien, c'est véritablement un coup de tonnerre dans un ciel serein, hein, puisque les gens, la plupart, bon, sauf les analystes les plus informés, qui suivaient l'évolution de la situation internationale, mais il semblait vraiment impensable que ce régime puisse devenir antisémite. Et d'autant plus que, rappelons quand même, l'Italie avait accueilli, justement, après 1933, des réfugiés venus de l'Allemagne qui étaient là, et pour eux, ça va être évidemment une tragédie particulièrement donc, importante. Donc, l'exclusion des Juifs est annoncée à l'été 1938. C'est à ce moment-là que paraît ce qui va devenir le principal organe de propagande antisémite, la Difesa della Razza, qui est quelque chose de très singulier, qui n'a pas d'équivalent, enfin j'en ai pas trouvé pour le moment, ni en France, ni en Allemagne. Il y a là une forme d'inventivité hein, dans la propagande des Italiens. Et le message, à partir de ce moment-là, est résumé par cette première couverture, vous voyez, qui est à droite, où il y a une main que l'on ne voit pas, qui tient un glaive pour séparer un buste, qui est censé être un buste d'Arien, c'est le Doryphore de Polyclète, qui incarne donc la beauté classique, et cette statue donc, de juif et cette photographie donc, de femmes africaines représente donc les non-ariens. Il s'agit donc de séparer les ariens des non-ariens, car depuis le 14 juillet 1938, les Italiens ont appris qu'ils étaient des ariens. Donc il y a un manifeste signé par quelques scientifiques qui est paru dans la presse le 14 juillet 1938 et qui proclame donc la nouvelle doctrine fasciste en 10 points. Et l'un des premiers points consiste à dire que les Italiens appartiennent à la race aryenne et que les Juifs n'en font pas partie. Donc, à partir de ce moment-là, se déverse dans la presse une propagande antisémite particulièrement haineuse. Vous voyez là quelques exemples de caricatures. Et ce n'est pas un journal politique, là c'est un journal humoristique. Donc c'est véritablement toute la presse qui est submergée donc, par cette propagande. Et au mois d'août, en plein mois d'août, l'État organise un recensement des Juifs. Donc
qui va prendre de court toutes les administrations, parce que l'appartenance au judaïsme n'a pas encore été définie à ce moment-là, donc ça va provoquer confusion, imbroglio, etc. Mais ce recensement va être mené tambour battant, donc, et c'est la première mesure qui précède donc l'adoption de lois donc, qui vont intervenir entre septembre et novembre 1938. Et donc en ce moment en Italie, on commémore les 80 ans donc, de l'adoption de ces lois raciales. Alors vous voyez là qu'elles sont résumées par un dessin de presse qui va être diffusé un peu partout. Alors on va voir très rapidement en quoi consiste la définition, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais elle est évidemment très fortement inspirée des lois de Nuremberg et de l'exemple allemand, et les exclusions vont aller très loin, puisque bien évidemment les Juifs sont exclus donc d'abord de l'armée, et ça va être quelque chose qui va être très mal vécu par ces populations dont on a vu qu'elles avaient un rapport de dévotion à la nation et à la monarchie. Donc le fait de ne plus pouvoir être dans l'armée va être très très mal vécu, du parti fasciste, de toutes les administrations publiques, puis les professions libérales à partir de juin 1939. Il y a d'abord certaines professions libérales qui leur sont interdites, puis une loi spécifique va établir donc des listes qui préciseront dans quelles circonstances ils peuvent effectivement exercer pas. Tous les métiers de la culture leur sont fermés parce qu'on imagine qu'ils sont particulièrement puissants. Alors j'ai oublié de dire combien il y avait de juifs en Italie, mais on parle de 50 000 personnes en l'occurrence. Et il y a des interdictions plus spécifiques, donc les académies, les associations culturelles, les clubs sportifs. Pour ceux qui ont vu le jardin des Filzi Contini, vous savez donc le héros ne pourra plus fréquenter le club de tennis, et des mesures symboliques également sont prises, comme désormais l'impossibilité par exemple de publier, de rendre public des nécrologies. On enlève les non-juifs aussi des annuaires. Tout cela va très loin. Alors, ces interdictions professionnelles seront suivies de mesures de limitation du patrimoine, c'est-à-dire de spoliation, alors qui, en fait, seront différées dans leur exécution parce qu'il y a tout un tas de procédures qui vont rendre la réalité la mise en œuvre des spoliations compliquée. Mais dans le contexte de la République sociale italienne à partir de septembre 1943, en revanche, ces spoliations seront réalisées très rapidement et de manière quasi totale. Alors, voilà ce qui se passe. Donc, en quelques mois, des gens qui voyaient leur avenir en Italie, qui considéraient qu'ils étaient à l'abri de ce qui se passait en Allemagne, en Roumanie et dans d'autres pays d'Europe, se retrouvent véritablement dans une condition de paria. Et comme je vous ai dit qu'il y avait un nombre très important de mariages mixtes, cela ne touche pas que les juifs, mais cela va toucher aussi les non-juifs, les conjoints. Il se trouve que la configuration la plus fréquente, c'est en général un juif qui a épousé une femme non juive ou catholique, donc le chef de famille, donc des familles aussi mixtes vont se trouver très rapidement appauvries. Alors pourquoi longtemps on a pu dire en Italie que c'était sur injonction de l'Allemagne, il n'en est rien, on le sait depuis longtemps, et du coup il faut effectivement se poser la question pourquoi en 1938. Alors, il y a, je crois, des raisons, comme on le disait tout à l'heure et on l'a vu à l'instant, il y a une forme de mainstream, de conformisme, qui fait qu'à partir de 1935, il est devenu de plus en plus difficile de dissocier le nationalisme de l'antisémitisme. Et ça s'est vu notamment lorsque l'Italie fasciste a essayé de créer une internationale fasciste.
Au début, ils essayaient d'afficher une forme de différence en disant « nous, l'antisémitisme, c'est pas notre façon d'appréhender les choses ». Et puis on voit bien comment peu à peu, ils n'y échappent pas, parce que c'est l'Allemagne qui mène la danse, et c'est l'Allemagne qui est devenue non seulement la patrie de l'antisémitisme, mais qui devient bientôt la patrie du fascisme, le point de référence absolu. Donc ce mainstream, évidemment, est très important, mais il n'y a pas de pression directe de l'Allemagne sur l'Italie. L'autre raison qui est très importante, elle tient à la nature même du régime fasciste, qui est un régime totalitaire, qui, Hannah Arendt l'a très bien expliqué, a besoin sans arrêt de mettre la société en mouvement, de mettre ses élites en mouvement, et il se trouve qu'il y a une espèce de fuite en avant dans la mobilisation politique, depuis que ce régime est au pouvoir. Il est allé de bataille en bataille, et parmi les batailles les plus récentes, vous avez eu la guerre d'Éthiopie, qui a été un moment de grand enthousiasme, y compris pour les Juifs d'ailleurs, qui sont allés donner leurs bijoux, leur or, comme les autres Italiens, leur alliance, pour soutenir le gouvernement qui était victime des sanctions. Donc il y a eu la guerre d'Éthiopie, puis la guerre d'Espagne, où les choses se sont déjà moins bien passées, parce que les Italiens se sont trouvés en face d'autres Italiens qui étaient engagés dans les brigades internationales. Et après la guerre d'Espagne, donc en 1938, il faut que Mussolini invente autre chose pour continuer à faire fonctionner la machine. Vous savez, il y a une métaphore qui est la métaphore du cycliste, qui est parfois employée pour les régimes totalitaires, c'est-à-dire que le cycliste, s'il ne pédale pas, il dégringole. Et c'est un peu ça qui est en jeu dans ce processus. D'ailleurs, Mussolini va le dire dans une lettre extrêmement cynique à sa sœur, où il explique qu'au fond, l'antisémitisme, c'est l'important, c'est pas tant l'antisémitisme, c'est pas tant les juifs. Lui-même n'est pas dupe des affirmations comme quoi les Italiens seraient des Ariens, mais finalement, l'important, c'est qu'il faut mobiliser les gens, et il termine en disant si les circonstances m'avaient porté à un axe Rome-Moscou plutôt qu'à un axe Rome-Berlin, j'aurais sans doute préparé les travailleurs italiens aux sornettes équivalentes de l'éthique stakhanoviste. Bon, donc on ne peut pas être plus clair, là, les Juifs sont désignés comme des ennemis parce qu'il faut un ennemi donc, pour ce régime totalitaire, dont c'est l'ADN, dont c'est le mode de fonctionnement. Alors, voici une caricature qui est assez, je trouve, intéressante, parce qu'elle représente un fasciste, donc, et vous voyez la disproportion des échelles, qui est en train de surveiller les Juifs, de contrôler les Juifs, un Juif de caricature, comme il y en a tant dans les journaux. On voit là l'autre objectif. Donc il y a ce désir d'alimenter la machine totalitaire, et il y a un autre désir qui est à l'œuvre lorsque sont adoptées ces lois raciales, eh bien, c'est de créer l'homme nouveau fasciste, qui est un mythe très puissant dans ce régime fasciste. Mussolini ne veut pas seulement changer la société, mais il veut véritablement changer les caractères, changer l'homme, et du coup transformer les Italiens en guerriers. Et je trouve que de ce point de vue-là, cette image est assez explicite. Alors, cet homme nouveau, vous voyez, il va apparaître sur un mode elliptique, mais c'est le glaive qui est là. Ce sont ces guerriers antiques, et on va essayer d'inscrire tout ça dans la continuité de l'histoire. C'est celui qui écrase les serpents, qui, dans un ultime sursaut de vie, forme une étoile de David, comme vous le voyez. C'est l'homme qui va souffler donc le chandelier à 7 branches et poser la loi du Grand Conseil du fascisme sur le Talmud et la Torah. Enfin, vous voyez qu'il y a une forme de débauche d'imagination pour faire passer ce discours. Donc, un contexte qui est un contexte politique va conduire ce régime, et je vais terminer, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je pense que ça suffit, va conduire ce régime à pratiquement du jour au lendemain, en quelques mois, donc mettre au banc
de la nation cette population qui était tellement intégrée que certains, encore une fois, avaient soutenu le régime. Alors, ce qui est saisissant dans cette affaire, c'est que ça marche. Ça marche. Alors, les administrations, les ministères vont se mettre à produire de la norme, une norme de plus en plus sévère, puisqu'on va, je vous l'ai montré, jusqu'au plus infime détail, rayer les personnes des annuaires. Et il semblerait que la propagande fonctionne aussi. Hein, c'est très difficile, évidemment, de mesurer ce qu'est l'opinion dans un régime totalitaire, mais de nombreux indices, témoignages, etc., font penser que ça prend. Et ça prend, je vous le rappelle, dans un pays qui n'avait pas, à la différence donc, de la France, où il y avait des partis, des ligues antisémites, des penseurs, Maurras, Barès, etc., des journaux spécifiquement antisémites. Rien de tout ça avant 1938 en Italie. Donc, un antisémitisme venu d'en haut, ça fonctionne, et je voudrais... alors, vous voyez, juste pour la propagande, vous vous souvenez peut-être des films, donc Camillo et Pepone. Guareschi, qui est l'auteur de cette caricature, a participé à l'élaboration des romans qui sont à l'origine des films. Et vous voyez qu'il est aussi l'auteur de caricatures qui sont atroces, en fait, si on les regarde dans le détail. Parce que la morale, c'est le juif voleur qui va jusqu'à dépouiller un mort sur son lit de mort. Bon, et ça, c'est un exemple, encore une fois, parmi d'autres. Donc, cette propagande va fonctionner. Les Italiens vont se mettre au diapason de ce discours antisémite. L'injonction va produire donc des effets. Non, alors il y avait une dernière citation, je voulais terminer par là, de Primo Levi, qui a raconté comment, très rapidement, en quelque temps, eh bien, il sentait dans le regard des autres une forme de soupçon qui montrait précisément que, eh bien, il avait suffi de quelques semaines, de quelques mois, pour que la propagande produise ses effets. Alors, cet antisémitisme n'est pas exterminateur au début, n'est même pas rédempteur, comme l'est l'antisémitisme nazi. Il y a simplement la volonté d'utiliser ce contexte donc, pour désigner un ennemi aux élites et pour désigner un ennemi à la nation. Mais il va, avec l'évolution de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation du centre et du nord de l'Italie à partir de septembre 1943, eh bien, les Italiens vont ensuite, dans le contexte de la République sociale italienne, participer aussi à la Shoah et à la déportation donc, des populations. Je vous remercie. Merci beaucoup, surtout pour cet aspect qui est relativement peu connu, et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en valeur et expliquer ce qui s'était passé, d'autant plus qu'on vient de commémorer le 75e anniversaire de la rafle de Rome, en octobre 1943. Et voilà, avec, pour ceux qui s'y intéressent, un livre, je me permets de... C'est pas du tout, c'est un livre... Madame de la Seta aussi était juive, de Rosetta Aloy, qui est un petit chef-d'œuvre, comme tous les livres de Rosetta Aloy, d'ailleurs. Je vous propose qu'on prenne quelques questions, interventions, remarques, après ces trois exposés tout à fait remarquables. Sans oublier, bien sûr, chère Nelsia, on va lui donner un micro. J'ai une question à chacun des orateurs et de madame, que je remercie beaucoup pour ces précisions importantes. La première, c'est que veut dire le nom de la revue, la Difesa della Razza. La deuxième portade, c'est les photos que vous nous avez montrées des juifs arrêtés, il n'y a que des hommes. Oui,
Comment ça se fait? Et toi, Laurent, qu'est-ce qui est arrivé à Giraudoux après la guerre d'avoir été à ce poste? Merci. Je vais répondre d'abord parce que c'est rapide. Ça veut dire la défense de la race. La race. Je vais être aussi rapide. J'étais pas au sein du Troisième Reich à ce moment-là, donc je ne sais pas pourquoi on a arrêté que des hommes. Voilà. Oui, mais... Non, mais il y a des femmes arrêtées. Non, il y a 30 000 hommes. Ah non, il y a des femmes qui sont brutalisées. Voilà, c'est pas la même chose. Il n'y a que des hommes arrêtés, mais il y a des femmes brutalisées. Dans le livre de Rita Thalmann, il y a des récits absolument terrifiants de violences dans des domiciles de juifs avec des femmes qui sont vraiment terriblement brutalisées. Il y a des histoires de viol aussi. Et Laurent? Alors, Giraudoux, il avait plein d'idées géniales, mais c'était un intellectuel. Et donc, une fois ministre, il n'a pas fait des étincelles, et on l'a vite renvoyé. En mars 1940, il a été renvoyé. On l'a mis une sorte, était un président de la comité, un truc un peu bidon. Et puis après, pendant la guerre, il s'est plutôt bien conduit pendant la guerre. Son fils d'ailleurs est parti à Londres dès juillet 40, et lui, il a quand même vite compris qu'il y avait quand même un problème avec l'occupant. Donc il s'est fait très discret, et il est mort de manière assez pathétique d'ailleurs, en février 44, voilà, à 62 ans. Juste quand même une remarque sur Giraudoux, je ne sais pas en quelle année il a écrit, mais sa pièce La folle de Chaillot se termine par une extermination par les gaz de la population qui est en train d'essayer d'envahir la colonne de Chaillot. La colline de Chaillot, pardon, pas la colonne. Je dois dire que moi-même, j'ai vu cette pièce dans un théâtre parisien il y a quelques années, et je me disais, mais c'est pas possible, c'est vrai, cette pièce se termine, oui, vraiment, les gens passent dans une trappe avec des gaz, je ne sais pas en quelle année il a écrit, mais bon, c'est quelqu'un qui est vraiment particulièrement, à mes yeux, particulièrement déplaisant. Autre remarque, intervention, c'est tard, peut-être tu veux faire Juste pendant que vous réfléchissez à vos questions, je voudrais vraiment encore vous encourager, si vous voulez, à laisser, on a ceux qui sont inscrits pour cette conférence, on a vos mails, donc peut-être qu'on se permettra de vous envoyer pour d'autres échéances une invitation, mais si vous êtes intéressé pour travailler avec nous sur, je le répète, Mémorial 98, qui est un petit collectif, mais qui travaille sur tous les racismes, tous les négationnismes. Au départ, notre origine s'est passée lors du centenaire de l'affaire Dreyfus. D'où le nom Mémorial 98, c'est une référence à 1898, la première fois qu'il y a eu en France, à Paris, des manifestations contre l'antisémitisme, qui à l'époque était quand même très répandu. Et donc on est parti là-dessus. Très vite, on a étendu notre champ d'action à tous les racismes, à tous les négationnismes, et c'est pour ça que je le redis, qu'on est très content de travailler avec des amis qui luttent contre le négationnisme à propos de l'Arménie, à propos des Tutsis et à toutes sortes d'autres sujets. Donc on anime différents sites. Vous avez un petit dossier qui vous est proposé et qui recense un peu toutes nos actions et tous les médias qu'on anime. Et on est toujours intéressé, plus que toujours, intéressé à ce que des gens travaillent avec nous. On fait des réunions et on travaille beaucoup aussi par Internet, production de textes et production de campagne. Et je crois qu'actuellement, dans la situation en France, en Europe et dans le monde entier, confère les États-Unis et ce qui s'est passé dans les campagnes électorales. À propos d'Italie, c'est quand même un des pays où actuellement la propagande à remugle pas très nette à propos de George Soros est la plus forte, avec un aspect antisémite qui est quand même extrêmement puissant, et je dirais la pointe de l'extrême droite en Europe. Et donc, voilà, il y a beaucoup de travail à faire, et on est ravis de pouvoir travailler avec différentes personnes. Oui, bien sûr. Je voulais évidemment remercier les trois intervenants pour la qualité
leurs interventions. Et j'avais, bon, je pourrais avoir plein de questions en fait, mais je vais en poser une seule qui est, vous avez dit tout à l'heure que suite à donc, ce pogrom, qui est quand même connu sous le nom de la nuit cristal, c'est un nom bon, quasiment devenu commun, enfin en tout cas un nom connu, le gouvernement anglais ou le Parlement anglais avait fait une protestation, un vote de protestation. Je crois savoir que c'est suite à la nuit cristal qu'il y a eu la possibilité, l'ouverture des frontières, l'ouverture avec pas mal de guillemets en Angleterre, sous la forme de ce qui s'est appelé les Kindertransport. C'est-à-dire que les Anglais ont autorisé les enfants de moins de 16 ans, non accompagnés, à pouvoir venir sur le territoire anglais, les enfants juifs, évidemment. Voilà. Ça n'a pas été une grande ouverture, mais ça a été cette ouverture-là. Est-ce qu'on sait si l'immigration juive en provenance d'Allemagne et d'Autriche vers la France, qu'est-ce qu'il en a été entre 1938 et le début de la guerre, enfin, entre fin 1938 et le début de la guerre, voilà. Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? Oui, effectivement, le Times avait dit juste après... ça marche? J'ai pas l'impression que ça marche. Non, non. Il n'y a pas besoin de faire des leçons de... Si, pour la bande-son. Merci. Donc oui, l'idée c'était pas de faire de leçons de morale, ce que effectivement l'Angleterre a fait. Très bien, c'est votre à la Chambre des communes, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les réfugiés? Donc ça, c'était une question qui s'est posée d'emblée. Chamberlain est venu à Paris fin novembre 1938 pour parler de ça avec Daladier et Bonnet, et la position de Daladier et Bonnet était très claire. Nous, on ne peut plus en faire venir. Il y a saturation. Roosevelt, qui a fait venir lui aussi, qui a protesté, il y a eu une campagne de presse énorme, les États-Unis, ça n'a pas vraiment fondamentalement changé leur politique. Les Anglais, ils avaient tout le problème qu'au même moment, il y avait des soulèvements en Palestine. Et que donc, ils ne voulaient plus que les Juifs aillent en Palestine. Donc, vous voyez, il y a eu des réfugiés qui ont pu, effectivement, il y a eu des initiatives. La France, elle en a, alors, je n'ai pas les chiffres exacts, vous avez quelques milliers de Juifs qui sont, jusqu'à la fin des années 30, qui ont pu venir en France, mais enfin, c'est très difficile, c'est des chiffres nettement moins importants que ceux qui espéraient évidemment en venir. Voilà, ça. Ce qui est terrible, c'est que ça, en fait, fondamentalement, ça n'a pas fait énormément bouger les choses, parce qu'on est vraiment à un moment où il y a eu la conférence d'Évian en juillet 1938, quelques semaines avant, et voilà, si chaque pays qui a assisté à la conférence d'Évian, je crois que c'est 34 pays, avait chacun accueilli entre 10 000 et 15 000 personnes, le problème aurait été réglé. Le problème n'a pas été réglé. Il faut quand même rappeler que la nuit de cristal se déroule quelque temps après, avant, je ne voudrais pas empêcher d'autres personnes, se déroule quelque temps après la conférence calamiteuse d'Évian, à l'été 1938, conférence sur le problème des réfugiés, présidée par la France et qui se tient en France, à Évian, et dont la conclusion est rien du tout, puisque tous les pays, les grands pays, viennent l'un après l'autre expliquer que vraiment c'est totalement impossible pour eux d'accueillir des réfugiés juifs, et les plus cyniques expliquent qu'ils ne veulent pas en accueillir l'Australie pour ne pas créer de problèmes raciaux, pour ne pas créer... et la France, et l'Angleterre dit pareil, et la France pareil, puisque... Voilà. Et on est en 1938, il faut avoir en mémoire... Pat Brugman en a parlé tout à l'heure, le timing de tout cela. Quelques semaines après la nuit de cristal, Hitler fait son discours au Bundestag le 30 janvier 1939, dans lequel il dit « Si les Juifs réussissent à faire éclater la guerre, alors qu'ils ne pensent pas qu'ils s'en sauveront, le bolchevisme ne gagnera pas
et les Juifs d'Europe seront exterminés. C'est quelques semaines avant. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, merci à madame et à monsieur. Je suis Anne Baranchin. Je voulais savoir comment l'Allemagne pouvait se positionner aujourd'hui par rapport à cet événement. L'Allemagne. Bon, celui-là aussi. L'Allemagne, c'est le pays qui a accueilli 1 million de réfugiés en 3 ans ces dernières années. Donc l'Allemagne a plutôt tiré les leçons de son histoire, contrairement à la France. Je voudrais juste rajouter une chose à propos de la conférence des viandes. Il y a une dimension, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ce qui a été dit précédemment, mais avec la conférence des viandes, il y a quand même quelque chose qui est problématique, c'est l'idée que si on avait ouvert les frontières, que si la France ou le Royaume-Uni ou les États-Unis avaient ouvert leurs frontières, alors les Juifs auraient été sauvés. Ce qui, d'une certaine façon, insidieusement, et il ne s'agit pas du tout de dire que c'était ces propos-là, revient à dire que les Juifs sont nulle part chez eux, sauf que les Juifs allemands, ils sont allemands. Ils vivent en Allemagne, malgré les violences antisémites, une grande partie de ces Juifs allemands n'ont pas l'intention de quitter le territoire où ils vivent. Et cette idée qu'il suffirait d'eux, alors les gens partiraient, est totalement absurde. Une partie des gens n'ont pas voulu partir parce qu'ils pensaient, ils ont eu tort, mais ça c'est toujours facile de le savoir après, que le nazisme allait s'essouffler, que les nazis avaient abandonné l'antisémitisme avec la virulence qu'il avait à l'époque, etc., etc. Si la question d'Évian elle est fondamentale sur la question des réfugiés, et à plus forte raison aujourd'hui, elle n'aurait pas résolu grand-chose, même si les frontières avaient été ouvertes, pour une raison très simple. Il y a cette idée que les Juifs n'ont qu'à partir dès qu'il y a des violences. Ben non, les Juifs n'ont pas qu'à partir. Les Juifs français, ils sont français. Les Juifs allemands, ils sont allemands. Les Juifs polonais, ils sont polonais. Maintenant, pour répondre concrètement à la question, l'Allemagne est sans doute le pays d'Europe qui assume le mieux son passé. Jusqu'à récemment, on pouvait dire que la France aussi. Sauf que depuis ce matin, il y a Macron, quoi. Et qu'en Allemagne, c'est l'AfD, autrement dit le parti d'extrême droite, qui a dit la Wehrmacht, il ne faut pas en dire du mal. En France, c'est Macron qui a dit Pétain, il ne faut pas oublier qu'il a été un grand soldat. Donc, en l'occurrence, l'Allemagne, autant sur la question des réfugiés ces dernières années qu'aujourd'hui par rapport à l'extrême droite, a des réactions qui sont beaucoup plus intéressantes, à mon sens. Mais bon, je pense que c'est la même chose pour les autres intervenants ici, que les réactions politiques en France, à la fois par rapport à la question des réfugiés, ou alors par rapport à l'attitude vis-à-vis de l'extrême droite et du passé de la France. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord sur l'énorme travail qui a été fait en Allemagne. Juste, c'est pas pour suivre à propos de la conférence de Berlin, la conférence d'Évian, les nazis se sont servis de l'échec de la conférence d'Évian abondamment pour dire, chers amis, tout le monde proteste contre l'antisémitisme allemand, mais pourquoi vous n'acceptez pas les Juifs? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Tal Brugman, en effet, sur le piège qu'on constitue. D'ailleurs, on pourrait faire des comparaisons avec les Rohingyas qu'on expulse vers le Bangladesh, etc., au lieu de les garder en paix là où ils ont toujours vécu. Mais les nazis se sont beaucoup servis de cela et en ont tiré aussi une conclusion sur le fait qu'il fallait accentuer en effet les mesures anti-juives pour qu'ils partent, Et en tout cas, ils se sont félicités de l'échec de la conférence d'Évian en disant « Vous nous faites en permanence la leçon, mais là, il y a des juifs, pourquoi vous ne les prenez pas? Prenez-les chez vous. » Voilà. Oui, Gilles. Que je salue, Gilles Manseron de la Ligue des droits de l'homme, qui est une des associations qui soutient notre action en l'occurrence. Absolument. À propos de l'Italie, comment ce qui a été expliqué par Madame Romigi se concilie, si je puis dire, avec le sort des Juifs dans les régions que l'Italie a occupées dans un premier temps après la défaite de juin 40, c'est-à-dire la Haute-Savoie et puis les régions de Nice, dont tout le monde dit
que c'était plutôt des régions refuges pour les Juifs français jusqu'en novembre 42, 43, 44. Oui, il y a quelque chose qui peut sembler effectivement contradictoire, voire un peu schizophrène dans l'attitude des Italiens, donc, puisqu'ils persécutent les Juifs à partir de l'automne 1938 chez eux, et en effet, à partir du moment où ils vont occuper, à partir de novembre 42 jusqu'en septembre 1943, 8 départements du sud-est de la France, et bien cela va devenir une zone de refuge, en effet, pour les Juifs, et ils vont s'opposer aux déportations, donc en direction de l'Allemagne. Ils vont s'opposer à la police de Vichy aussi à Nice. Alors, comment expliquer cela? Il y a très probablement, il y a d'abord un certain nombre d'initiatives individuelles et le contrôle que le régime exerce sur les militaires, de ce point de vue-là, est probablement peut-être moins important. Mais il y a aussi une stratégie de la part de Mussolini qui est convaincu, je dirais que c'est un effet positif, bénéfique, entre guillemets, de l'idéologie antisémite, c'est qu'il est convaincu que les Juifs sont puissants, resteront puissants. Il a des ambitions en Méditerranée, et donc il se dit, en dehors de l'Italie, il faut peut-être qu'on ménage un certain nombre de soutiens, on ne sait jamais, et ça explique pourquoi donc il va accepter donc de les protéger. Et puis il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, qui est la volonté de la part des Italiens de défendre leurs prérogatives par rapport aux Allemands et aussi par rapport à Vichy, en l'occurrence. Donc je dirais qu'il y a tous ces facteurs qui interviennent et qui font que, en effet, et d'ailleurs c'est souvent difficile de parler de ces questions-là devant des publics, de personnes âgées, qui ont en mémoire effectivement le rôle de protecteur qu'ont eu les Italiens donc, dans le sud-est de la France, parce qu'il y a une forme d'incrédulité. Mais donc ils vont en effet protéger les populations, d'ailleurs pas seulement dans le sud-est de la France, ça va être le cas aussi en Croatie, en Grèce, donc il y a plusieurs exemples comme ça en Méditerranée. Bon, reste que quand intervient le 8 septembre 1943, c'est-à-dire le moment donc, où les Allemands vont envahir, après que l'Italie a changé de camp, où ils vont envahir donc, une partie de la péninsule jusqu'au sud de Rome, eh bien, les Italiens vont rentrer en Italie, ils vont être suivis par une partie des Juifs, qui vont traverser les Alpes et qui vont être arrêtés par les Allemands dans la zone nord de l'Italie. C'est la racine d'un travail comparatif France-Italie dont Laurent Joly et Marianne Bonucci auquel ils vont consacrer leurs prochaines années universitaires. C'est annoncé ici ce soir et je suis fier d'en être à l'origine. Une salle de mariage. Dans une salle de mariage. Et sous la présidence, un mariage scientifique. Voilà, sous la présidence de Monsieur le maire et du cher Ariel qui vient d'arriver, qui est arrivé depuis un moment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, remarques? Tout ceci étant filmé et capté, nous mettrons tous les liens, nous enverrons toutes les informations permettant de revoir tout cela. Et je remercie encore une fois le franco-italien Bernard-Henri Beccarelli d'avoir bien voulu se consacrer tout à fait bénévolement à cette captation. Je vous remercie aussi tous d'avoir été présents avec nous. Je vous rappelle que nous nous retrouverons après-demain, à partir de 19h, 2 rue Japy, devant le gymnase Japy, où nous prononcerons des paroles de mémoire par rapport à la nuit de cristal et par rapport à tous les déportés de la Deuxième Guerre mondiale. Merci encore
Les livres sont à votre disposition, ainsi que les dossiers et les feuilles d'inscription pour recevoir les informations de Mémorial 98. Merci à tous. Au revoir.